Bienvenue sur Fréquence Amitié Vesoul, 91.3. 91.3 FM, bien sûr. Et vous êtes de retour sur Fréquence Amitié Vesoul, 91.3, c'est le 12-14, deuxième partie. Et je ne suis plus tout seul, et je peux vous dire que ça me fait vachement plaisir, parce que j'ai dans les studios Richard Palachac. Bonjour, comment vas-tu ? Ouais, bah ça va très bien, merci. Je suis très content d'être invité à Fréquence Amitié Vesoul. Ça me fait énormément plaisir de revenir ici. C'est un endroit que je connais plutôt bien, pour y avoir animé t'as animé une émission pendant des années. Voilà. Et ça me fait très plaisir de te recevoir parce que tu nous manquais dans les studios. Et puis t'es mon premier invité post-confinement. Et ça aussi, ça fait plaisir, tu dois pas savoir. J'en suis vraiment honoré. Alors Richard, on te reçoit aujourd'hui pour parler un peu littérature, puisque tu es auteur. Voilà, oui, ça fait 5 ans que c'est mon activité principale. Moi, j'étais professeur de français, hein, j'ai une formation littéraire, je fais des études de lettres. J'étais professeur de français pendant 10 ans. Et puis aujourd'hui, je vis de la littérature, j'écris, c'est mon métier à plein temps, quoi. D'accord. Et tu viens de publier un triptyque qui s'appelle le Yojo, je prononce bien ? Alors en fait non, c'est l'Esprit Slave, le livre. Alors je t'explique un petit peu. En fait, pendant le confinement, on a lancé un projet qui s'appelle Lire ensemble à la maison. Les maisons d'édition se sont heurtées à un énorme problème, c'est qu'avec le Covid, les gens ne commandaient plus du tout de livres. Forcément, ils avaient trop peur d'être contaminés, donc plus personne ne commandait de livres dans aucune maison d'édition. Et ça a duré 2 mois. Donc les maisons d'édition, comme les bars, comme les restaurants, etc., les petites mettaient la clé sous la porte. Et ma maison d'édition, qui est une maison d'édition nationale, commençait vraiment à s'inquiéter parce que il n'y a plus du tout d'argent qui rentrait, quoi. Et la possibilité de produire des livres aussi était arrêtée. Il n'y a eu aucun livre produit durant le confinement. Les livres à la limite qui ont pu être achetés en librairie, c'est des livres déjà anciens, qui étaient déjà sortis il y a longtemps, etc. Mais tout a été à l'arrêt. Donc il fallait qu'on continue d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai proposé ce projet qui était Lire ensemble à la maison, c'est-à-dire d'apporter de la culture et de la lecture aux confinés, mais de manière saine, en respectant les règles sanitaires. Donc on a relancé un format qui est pas très populaire en province, mais qui marche énormément aux États-Unis et à Paris, c'est le livre numérique. Et on a fait de la pédagogie en faisant découvrir que le livre numérique c'était pas une trahison du livre papier, c'était autre chose, c'était différent. Ça avait aussi ses avantages parce que, entre autres, ce sont des œuvres qui sont illustrées par un photographe professionnel qui s'appelle Simon Wolf. Et forcément, d'avoir les photos en HD, ça change que de les avoir à imprimer en noir et blanc sur du papier. Donc ça a aussi des avantages. Après, on peut le lire sur portable, on peut le lire sur téléphone, on peut le lire sur ordinateur. Alors c'est vrai que l'ordinateur, c'est pas très agréable, mais il suffit d'une tablette ou d'un téléphone et on peut lire ça tranquille. Alors après, c'est un triptyque, donc c'est en fait 3 histoires, 3 petits romans illustrés qui reprennent des contes et légendes slaves d'une manière moderne, refaite à la sauce du jour. Donc c'est des histoires qui se passent aujourd'hui et on découvre l'aventure donc des personnages, les héros de ces histoires, et en même temps je fais défiler la légende, le mythe slave qui fait parallèle à cette histoire. D'accord. Voilà. D'accord. Parce donc que là on remonte un petit peu à tes origines, parce que toi tu es d'origine un petit peu slave. Voilà, donc tu es allé né en puiser Slovaquie. dans ce mythe-là. Exactement, et ce sont des mythes qui sont pas connus en France, donc ça me faisait plaisir de les faire revivre et puis de les raconter d'une manière un peu rock'n'roll, quoi, beaucoup plus moderne. C'est pas d'une manière infantile ou voilà. Mais ce sont des formats, là, maintenant que le déconfinement commence, là, on est en train de travailler sur un format audio, parce que c'est quelque chose qui est en train de vraiment faire fureur. Les gens qui vont en vacances à la plage, les Parisiens dans le métro, lisent énormément, lisent, on peut dire que c'est de la lecture, écoutent des livres audio. Et puis, le livre L'Esprit Slave, donc, qui contiendra les 3 autres livres, sortira en papier d'ici la fin de l'année.
D'accord, donc ça part vraiment d'un projet né du confinement finalement. C'est ça. Voilà, comme quoi il y a des bonnes choses aussi du côté du confinement. L'idée d'apporter de la culture comme ça chez les gens, avec les gestes barrières, avec la distanciation, etc. Exactement. Et ça va se dispatcher comme ça en version papier dans le futur. Exactement. La version papier était prévue. Hein, je sors. Il est comment dire de rigueur et d'habitude, de coutume, de sortir un livre par an. Si on en sort plus, il y en a toujours un qui fait de l'ombre à l'autre. Et en fait, c'est plutôt un désastre économique, quoi. Il faut sortir un livre par an et pas plus, quoi, pour qu'il ait le temps de faire sa place, d'évoluer, de recevoir des critiques, des avis, enfin de vraiment atteindre le maximum de lecteurs. Là, exceptionnellement, donc moi, je sors en novembre, normalement. Tous les novembre, je sors un livre papier. Donc l'Esprit Slave était prévu pour sortir en novembre sous forme papier. Mais avec le confinement, il a fallu que la maison d'édition existe, continue d'exister, continue de travailler. Moi aussi, d'ailleurs, j'avais envie, ça me tenait vraiment, vraiment à cœur. Donc le biais du numérique, qui était tout nouveau pour nous, parce qu'il y a très peu de maisons d'édition qui le font, en fait. La plupart des livres numériques, en fait, ce sont des sociétés privées qui ne sont pas des maisons d'édition, qui rachètent le droit de livres américains, souvent internationaux, et qui les produisent en livre audio ou en livre numérique, et qui les mettent à la vente. Mais les maisons d'édition sont très frileuses, ne produisent. Je connais aucune maison d'édition qui fait des livres numériques et des livres audio. D'accord. Donc ça a été aussi une innovation et moi j'y crois vraiment parce que à Paris c'est déjà quelque chose qui est clairement majoritaire dans les transports en commun. Et c'est inévitable que ça va arriver en province, que ça va l'emporter en province. Alors il y aura toujours les amoureux du papier, et j'en suis un, bien entendu. J'adore le papier. J'adore le papier. C'est ce que je préfère. Mais c'est autre chose. Il faut le voir comme autre chose, pas un concurrent, pas quelque chose qui se substitue, mais un autre moyen. Je pourrais faire le même parallèle avec l'ordinateur. Hein. Quand le numérique est arrivé, tout le monde a dit moi Internet c'est pas pour moi, moi les réseaux sociaux c'est pas pour moi, moi tu me verras jamais écrire une lettre sur un ordinateur. Et puis regarde où on en est aujourd'hui. Ça n'a pas remplacé le papier, bien entendu. Une lettre reste une lettre, une carte postale reste une carte postale, mais c'est un outil qui est quand même nécessaire et inévitable et incontournable aujourd'hui. D'accord, ça peut toucher à un autre mode de consommation du livre et puis un autre public aussi éventuellement qui est peut-être un peu réfractaire à la lecture, ça arrive aussi. Exactement. Alors, on va marquer une petite pause musicale et puis on va rentrer un peu plus dans le détail après pour parler un peu de ton univers littéraire. Musique tout de suite en compagnie d'une nouveauté, Green Day, Meet Me on the Roof.
Green Day, Meet Me on the Roof. Et on est toujours avec Richard Palachak sur Fréquence Amitié Vesoul pour parler littérature avec ces très très beaux romans qui nous emmènent en monde slave. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce triptyque, pardon? Alors vraiment, comme je disais, c'est 3 légendes, 3 mythes. Alors c'est légende et mythe. Il y a le mythe du peintre maudit, tel qu'il est proposé. Donc c'est le livre Yojo, qui est inspiré en fait d'un personnage réel, d'un peintre réel, qui a vécu une histoire absolument délirante sous le communisme. Alors je ne veux pas trop spoiler, hein, mais c'est quelqu'un qui a vécu en prison et qui a peint un long moment des forêts, des arbres, des paysages depuis une cellule de prison. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est de voir que les forêts étaient à l'intérieur de sa tête. J'en ai fait un roman, bien entendu, il y a beaucoup d'autres éléments, et puis j'allais dire une véritable histoire qui se développe et puis qui se termine de manière assez fracassante, assez brutale. Et là, par contre, il y a un côté romanesque, bien entendu, Bien parce sûr. que le peintre existe encore. Il a plus de 90 ans. Mais j'avais envie de raconter ce mythe du peintre fou et en même temps génial, qui possède vraiment ce génie particulier qu'on retrouve chez les peintres slaves. Il y a beaucoup de figures comme ça, un peu d'ermites, philosophes, éthérés, très très grande intelligence et d'un génie, d'une profondeur abyssale, d'une spiritualité totalement hallucinante. C'est un type de personnage qu'on trouve pas en France, en fait, quoi. Le peintre en France est beaucoup plus standardisé, on va dire, formé dans une école. Il suit un mouvement. Enfin voilà, alors, il y a des peintres géniaux en France, hein, bien entendu, hein, ça je le discute pas, hein. Mais il y a vraiment l'archétype, le mythe du peintre slave, du grand barbu, âgé, très sage et en même temps très fou, et à qui forcément sous le communisme est arrivé des histoires hallucinantes pour nous, parce qu'il faut savoir que cette période de la dictature soviétique en Slovaquie est une période qui relève de la 4e dimension. D'accord. La réalité telle qu'elle était, telle que l'ont vécu mes parents, est de l'ordre de la 4e dimension. C'est des choses que l'on ne pourrait pas, que l'on trouve hilarantes aujourd'hui, tellement absurdes, tellement irréelles, que ça paraît improbable, quoi. D'accord. Et c'est ce que D'accord. je raconte dans mon livre. Je témoigne aussi d'une époque qui était... alors les gens trouvaient ça normal, et ils pensaient d'ailleurs que ça changerait jamais, que le régime, la dictature allait être ad vitam aeternam. Et puis ça a explosé finalement, ça s'est terminé heureusement, mais les gens étaient dans une normalité qui était totalement irréelle. D'accord, avec une bureaucratie omniprésente et puis complètement ubuesque, avec un mode de vie complètement décalé, avec ce genre de choses? Oui, moi là, je vais pas trop développer sur ce sujet parce que chacun peut se renseigner, mais oui, c'était une fausse société égalitaire, c'était l'inégalité permanente, hein. Faut savoir que les hauts membres du parti avaient des magasins spéciaux, par exemple, où ils pouvaient s'acheter tous les produits de l'Ouest, les produits américains, les jeans, les chewing-gums, etc. Ce qui était interdit au reste de la population et qui faisait partie, par exemple, des interdictions vraiment sévèrement punies. C'était des gens, on va dire, qui consommaient ce qu'ils interdisaient, quoi. Mhm. Ça, c'est juste un exemple, par exemple, qui est totalement comique, quoi. Voilà, de faire une propagande idéologiste et puis de se faire des magasins spéciaux où on pratique le contraire devant tout le monde. C'est un exemple, par exemple, d'absurdité. Après, c'est le flicage, la dénonciation permanente. Ma mère s'est fait virer d'un lycée professionnel pour une coupe de cheveux jugée trop américaine. Elle Bon, a été t'auras pas ce dénoncée. souci-là, toi. Et dénoncée, non, j'ai pas de souci vu que je suis chauve, elle a été dénoncée par des collègues à elle. Donc il faut s'imaginer un monde comme ça, quoi. D'accord. Voilà. Après, la deuxième nouvelle, c'est le Vodnik. Donc là, c'est vraiment, par contre, une légende d'un personnage euh, légendaire slovaque qui n'existe pas en France. C'est un personnage lacustre, un peu morose, un petit peu mélancolique, qui vit dans l'eau, qui vit dans un monde subaquatique avec des nymphes
et qui capture les âmes des noyés, les âmes des promeneurs qui se noient dans le lac, et il les emmène dans son monde et il les emprisonne sous des verres et il les observe. Il est amoureux en fait de ces âmes. Et il tombe souvent amoureux d'âmes de jeunes filles qu'il emprisonne sous ses pots de verre dans son monde subaquatique. Alors c'est un personnage qui est à la fois inquiétant et à la fois attendrissant, qui est riche en fait, qui n'est pas méchant, mais on peut pas dire que ça soit non plus un personnage totalement bon. C'est un personnage qui est très 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 complexe, très riche, très intellectuel aussi, très mélancolique. Et je dessine en fait une histoire sur un pêcheur qui vit au bord du lac de Namestovo et qui ressemble trait pour trait au Vodnik. Et son histoire, son aventure va se mettre en parallèle. Ce qu'il va vivre dans le monde d'aujourd'hui va être totalement en parallèle avec le conte original du Vodnik, que je ne développe pas pour ne pas spoiler le livre. Et on va, au fur et à mesure que l'on découvre l'histoire de ce pêcheur, découvrir la légende en parallèle de ce personnage qu'est le Vodnik. D'accord. Alors c'est un personnage que l'on retrouve dans les pays de l'Est, enfin, surtout en Slovaquie, en République tchèque, en Pologne. On le retrouve dans les théâtres de marionnettes, dans les opérettes, dans les pièces de théâtre. Enfin, c'est vraiment un personnage qui est omniprésent chez nous et totalement inconnu en France. Donc ça m'intéressait vraiment de le faire découvrir. D'accord, ok. Et le dernier, donc, qui s'appelle Golgotha. Alors là, c'est une histoire vraiment mafieuse, crapuleuse sur les Voliv Zakones, c'est la mafia russe installée en Slovaquie, à Bratislava. Et en fait, on va découvrir un jeune adolescent qui va basculer dans le grand banditisme avec son grand frère. Et cette histoire-là, elle va être mise en parallèle avec l'histoire du golem. Qui est une histoire plutôt tchèque, qui est d'inspiration juive, mais qui est vraiment bien établie en Tchécoslovaquie. Alors c'est un monstre de glaise qui est fabriqué par un alchimiste, un rabbin, et qui prend vie. C'est un peu comme Pinocchio, quoi. Sauf qu'il n'est pas en bois, il est en glaise. Et ce monstre va avoir des pouvoirs totalement surhumains et va pouvoir accomplir des prodiges héroïques pour sauver le rabbin ou pour accomplir des choses incroyables. Et on le retrouve, par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale. Il y a des récits qui ont été relatés, par exemple, donc des attentats contre les nazis, des incendies, par exemple, qui ont été imputés au golem, par exemple. D'accord. Donc il est revenu dans la légende, dans la Deuxième Guerre mondiale, sur des attentats qui ont été commis, comme ça arrivait pendant les guerres. Un symbole héroïque, en fait, voilà, un symbole. Et ce symbole du golem, en fait, il a été continué par ce qu'on appelle le robot, ce qu'on appelle le robot en français. Robot, en fait, ça vient du slave, robotnik, qui veut dire le travailleur, l'ouvrier. Et le robot, en fait, c'est tout simplement le golem qui a remplacé l'ouvrier, c'est la machine. Voilà, en fait, robot, il faut savoir que ça veut dire, en fait, robota, c'est le travail. Donc la suite du golem, la version, on va dire, moderne 2.0 du golem, la suite, c'est le robot qui remplace l'homme, la machine, dans sa tâche quotidienne et qui vient de l'origine robota, robotnik, le travailleur, l'ouvrier. D'accord. D'accord. Et je crois qu'il a publié aussi, alors un peu plus tôt, des romans, des nouvelles comme ça, qui ont été également publiées donc aux éditions Blackout. Oui, voilà. Donc j'ai aussi un triptyque, on va dire, sur un personnage farfelu. Alors c'est beaucoup plus rigolo. La trilogie de l'Esprit slave est assez noire, assez sérieuse, et est vraiment vraiment de la pure fiction. Dans mes deux premiers ouvrages, donc Kalash et Tokarev, donc c'est le nom du personnage principal qui revient dans ces livres, et de Vodka Mafia, donc qui est un spin-off de la saga Kalash Tokarev. Donc c'est un ensemble de nouvelles qui racontent en fait un peu, c'est du biographique. C'est pas de l'autobiographique, c'est du biographique. C'est un patchwork de tout ce que j'ai pu voir, vivre, entendre, mes voyages dans les Balkans, mes voyages en Slovaquie, aussi mon expérience en France, l'expérience des migrants que j'ai accompagnés en France, et l'expérience des migrants slaves qui arrivent en France, mais aussi l'expérience des Français qui partent déchanter dans les pays de l'Est, le choc des
culture. Alors ce sont des livres qui sont vraiment drôles pour le coup, qui sont très 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 comiques. Alors c'est dur parce que ça aborde des réalités qui sont dures, qui sont invraisemblables aussi parce que la réalité est plus invraisemblable que la fiction. Et c'est ce que je raconte, c'est comment justement l'ordinaire devient extraordinaire et hallucinant. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est autre chose, c'est un autre ton, un autre style qui est beaucoup plus comique et en même temps grotesque et en même temps dur. On va dire Vodka Mafia, c'est un livre qui est vraiment trash, quoi, qui est vraiment pour un public adulte. Tokarev, c'est vraiment grand public. Kalash, on va dire que c'est entre les deux, c'est un livre noir, quoi. Mais voilà, c'est à la fois brutal, rempli de sentiments, de bons sentiments. Hein, je veux dire, c'est pas des livres immoraux. Je me complais jamais dans la violence, je me complais jamais dans la brutalité, ni dans la sexualité, etc. J'en témoigne toujours avec recul et distance parce que c'est des réalités. Donc je témoigne des réalités que j'ai vécues, que j'ai vues. Voilà. Alors après, c'est pas non plus des livres qu'il faut prendre pour argent comptant, c'est des patchwork. Un personnage d'un livre, c'est 3 personnes dans la réalité que j'ai mélangées. Une aventure, une nouvelle d'un livre, c'est plein d'aventures que j'ai vues, que j'ai regroupées en une, quoi. Donc voilà, c'est comme, j'allais dire, un réalisateur de film s'inspire, enfin tout artiste finalement s'inspire de son vécu pour retranscrire un petit peu l'art qu'il fait. Avec une partie de factuel et une partie de totalement romancé, totalement fantasmé. Ben, j'ai envie de dire, dans Kalash Tokarev, tout est factuel, quasiment. Mais c'est juste que les personnes ne sont pas identifiables, les lieux non plus, etc. Enfin, tout est transformé, changé, et puis mélangé, surtout. Ce n'est plus du tout réel parce que c'est mélangé, parce que c'est un patchwork. Je ne peux pas dire que tel personnage correspond à telle personne, vu que dans tel personnage, il y a 3, 4, 5, 6 personnes différentes. J'ai pris une part, un caractère d'une personne que je connais, avec la vie d'une autre personne, avec les aventures qu'a vécu une troisième personne, etc. Donc on n'est plus du tout dans la réalité, mais il n'empêche que tout ce que je raconte a existé. D'accord, ok. Alors on va marquer une autre petite pause musicale, ce sera en compagnie de Palais Royal, et puis on se retrouve juste après.
Palais Royal sur Fréquence Amitié Vesoul, on est toujours avec Richard Palachac pour parler de sa littérature, de son actualité littéraire, et on va revenir un petit peu sur cette passion, parce que quand on est écrivain, on est passionné. D'où ça devient la passion de la lecture tout d'abord, et puis de l'écriture ensuite? Alors, c'est depuis tout petit. Il faut savoir que je suis arrivé en France, j'étais pas excellent en français, loin de là. Donc, j'ai dû énormément travailler en français, beaucoup plus que dans les autres matières. Et les autres matières, j'avais aucune difficulté, hein. Comme les élèves migrants, quand on a eu une école en mathématiques, ça change rien. Bon, il y a l'histoire, par contre, mais l'histoire, je suis arrivé assez petit, donc ça allait pour rattraper, hein. Mais le français, quand on a loupé des années, c'est un énorme handicap. Et quand on maîtrise mal la langue, donc moi j'ai énormément galéré, surtout en grammaire, en orthographe. Donc j'ai dû travailler énormément, quoi. Et l'orthographe, la seule manière de l'acquérir, c'est de lire. Mon histoire de la passion de la lecture, alors c'est vraiment marrant parce que j'étais un bon élève, hein, j'étais travailleur, mais j'étais rebelle. J'étais assez rebelle. Je supportais pas l'injustice. Je supportais pas l'autorité non méritée. Enfin non, je me rebellais, quoi. Et donc j'étais collé très 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 souvent. Et j'ai eu une période où j'étais collé tous les mercredis après-midi pendant 4 heures. D'accord. Et forcément, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur portable, il n'y avait pas d'internet. Pas de téléphone, Donc on fait 4 heures sans rien faire dans une. Et j'étais tout seul, hein. Enfermé dans une pièce, c'est pas supportable. Donc je me suis mis à lire. Et j'ai commencé par Maupassant, par Verlaine, après ça a été tous les Stephen King, les Tolkien. Enfin, j'étais un ado, hein, je lisais la littérature, et c'est ce que je conseille d'ailleurs. Il faut jamais se forcer à lire des livres parce qu'on nous dit que c'est bien. Il faut lire les livres qu'on a envie de lire, qui nous intéressent. La lecture, ça doit être un plaisir. C'est pas parce qu'on nous dit, moi j'adore Notre-Dame de Victor Hugo, par exemple, c'est un de mes livres préférés, mais je vais pas dire il faut que tu lises Notre-Dame de Victor Hugo parce que c'est pas pour tout le monde. C'est une lecture qui est difficile, c'est une lecture qui a énormément de descriptions, etc. Non, lisez ce que vous voulez, quoi. Il faut lire ce qu'on aime. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et forcément, la passion de la lecture est arrivée. Et tout naturellement, je me suis orienté vers les lettres, où j'ai encore un petit peu galéré dans la maîtrise de la langue. Et puis, je suis devenu un fou de grammaire. C'est devenu pour moi un jeu comme le Sudoku. C'est-à-dire, c'est devenu vraiment un jeu intellectuel. C'est devenu une passion, si bien que c'était ma matière préférée. C'est devenu la grammaire française, c'est passionnant parce que c'est la langue française, c'est une langue qui est pas phonétique, contrairement à ce qu'on croit. Elle a un tiers phonétique, un tiers étymologique, donc c'est les traces du latin, et puis un tiers morphologique, donc c'est la grammaire. Les E, les S, les ENT, enfin toutes les lettres muettes qu'on met à la fin d'un mot, c'est tout simplement des signes grammaticaux. L'étude de ces 3 domaines est passionnante, mais c'est une véritable étude. Un jeu intellectuel. Il faut comprendre, j'excuse tous les gens qui font des fautes d'orthographe, c'est normal. Le français, en fait, c'est une langue qu'on n'a jamais fini d'apprendre. C'est une langue qu'on apprend toute sa vie. Et plus on en apprend, et plus on regarde dans le dictionnaire. Regarder dans le dictionnaire, ça ne veut pas dire qu'on est une bille, ça veut dire au contraire qu'on est très fort. Parce que plus on avance dans la maîtrise de la langue, et plus on est amené tout le temps à vérifier, à rechercher, à approfondir, etc. Donc c'est tout à fait normal de faire des fautes d'orthographe, de faire des fautes de grammaire, parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper compliqué que seuls les spécialistes maîtrisent à fond, hein, les professeurs de français, les écrivains bien entendu, et même les écrivains. Je peux te dire, t'assurer que les livres passent en relecture, en correction, et puis qu'il y a des correcteurs qui souffrent, hein. Moi, je suis prof de français, je fais très peu de fautes, mais j'en fais quand même. Ça m'échappe sur 200 pages, des fautes de frappe, des oublis, des erreurs, j'en fais aussi, quoi. Donc il y a eu cette passion pour la langue. Et j'ai énormément lu, donc pendant mes études de lettres, là c'était vraiment de la lecture, hein, de la lecture pure, des centaines, j'ai lu tous les classiques de la littérature française, la littérature américaine, anglaise, japonaise, enfin là j'ai vraiment bouffé du livre à gogo. Pendant que j'étais professeur de français aussi, hein, parce que j'étais professeur au lycée pendant 3 ans, professeur au collège pendant 7 ans, il faut changer. Enfin, moi, j'étais quelqu'un qui changeait de programme. Donc, tous les ans, j'étudiais des nouveaux livres, je les analysais, etc. Donc, j'ai lu, j'ai bouffé du livre. Et en fait, je me suis mis vraiment à écrire sérieusement dans un cadre scientifique.
donc dans le cadre de la recherche didactique. D'accord. Et c'est là où j'ai découvert la rigueur de l'écriture. Parce que quand on publie un chapitre chez Hachette sur la didactique de l'enseignement des langues, ça rigole pas. C'est une vraie publication. Et là, on retrouve des exigences professionnelles de publication nationale. Et c'est là que j'ai appris vraiment la rigueur de l'écriture. Et comme ça me plaisait, forcément, je me suis mis à écrire. Alors, c'est venu d'une anecdote, d'une histoire. C'est la première histoire de Kalash, qui s'appelle l'histoire du nain. J'ai été un soir chez un ami pour prendre l'apéritif et discuter. Et il m'a raconté cette histoire qui lui est arrivée. Elle était tellement hallucinante, c'était il y a 5 ans exactement. Je suis reparti de chez lui et je me suis dit, il faut que cette histoire, elle soit écrite quelque part. Et je me dis, c'est impossible qu'elle soit pas consignée, écrite quelque part. Et j'ai écrit cette histoire qui faisait 4 pages et tout a commencé. Et après, c'est devenu une pure addiction, j'ai plus jamais arrêté. D'accord. Alors c'est quoi la différence, le défi différent, j'ai envie de dire, quand on écrit pour un domaine professionnel, comme tu disais, pour les éditions Hachette au départ, et quand on écrit ensuite dans le domaine de la fiction, pour du ludique, pour du divertissement? Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier. La publication, c'est un métier, et puis un métier, contrairement à ce qu'on croit, les gens pensent que l'art, c'est quelque chose d'inné. Qu'on a un don, qu'on a un talent. Ouais, ok, le talent, ça fait illusion 5 minutes. Ça peut faire illusion 5 minutes, dans tous les domaines. Ce qui compte pour devenir professionnel, pour être publiable, c'est les milliers et les milliers et les milliers d'heures de travail, d'écriture, de remise en cause, de remise en question, de construction de méthodes. Parce qu'on n'écrit pas sans méthode. Moi, j'ai construit ma propre méthode d'écriture en 3 temps, que je divulguerai pas ici, qui est secrète, mais qui est une méthode très, très, très scientifique pour écrire un livre. Pareil au niveau de la construction des phrases, j'étudie chaque sonorité, j'ai des trucs et astuces que j'ai construits moi-même pour qu'un livre se lise facilement et qu'il coule de source. Les gens ont l'impression que ça a été écrit d'une traite justement parce que ça coule de source, mais en fait c'est des stratégies et des méthodes que j'ai élaborées et que j'ai construites pendant des dizaines d'années de réflexion et d'études. J'ai eu un mentor aussi, un maître qui était un écrivain serbe, qui m'a aussi initié à la littérature, parce que lui, il était déjà publié, donc il m'a aussi appris énormément de choses. En gros, c'est un métier qui s'apprend. C'est pas quelque chose que l'on fait, que l'on apprend tout seul dans son coin, comme ça, en s'amusant, quoi. C'est comme faire du dessin et puis, je sais pas, vouloir publier dans une exposition à Paris, quoi. Il y a un gouffre entre les deux, quoi. Et celui qui fait des expositions, je sais pas, à Prague, à Paris, dans les plus grandes galeries internationales, c'est pas quelqu'un qui a simplement du talent. C'est quelqu'un qui a été à l'école, qui a fait des formations, quelqu'un qui a appris par des maîtres, quelqu'un qui a construit des techniques très spéciales et qui s'est construit une identité aussi, parce que ça, c'est très important. Bien sûr. Ce qui est essentiel, parce que écrire comme n'importe qui, c'est très facile. Mais trouver son propre style, je veux dire, Picasso, si on prend ses dessins les plus simples, n'importe quel étudiant en Beaux-Arts est capable de reproduire du Picasso à la perfection. Mhm. Mais de construire son propre style, d'inventer le cubisme, Picasso savait peindre à la perfection le classique. Il avait étudié la peinture classique et il a commencé par faire des natures mortes, des portraits. Il savait les bases, il a appris toutes les bases avant de construire un mouvement qui était totalement nouveau et inconnu. Et il faut comprendre que ce cheminement-là, on doit le faire de la même manière en littérature. Et puis après, il y a une autre phase dont je parlerai assez rapidement. Il faut comprendre que l'art, c'est aussi un business. Mhm. Et que si on croit, si on se cantonne au rôle d'artiste, c'est voué à l'échec. Une publication, une rencontre entre un éditeur et un écrivain, c'est un recrutement en entreprise. L'éditeur investit en l'écrivain. Il ne publie pas un écrivain parce qu'il adore ce qu'il écrit. Il publie d'abord pour nourrir sa famille. L'éditeur, il a un métier. Il doit payer ses factures, il doit nourrir ses gamins, il doit payer sa maison, ses prêts, etc. Donc, quand il recrute un écrivain, il fait un pari.
Il fait un pari que cet écrivain, il va progresser, il va développer et qu'il va vendre des livres. Donc il faut être ce qu'on dit en anglais bankable, c'est-à-dire avoir du Faut rayonnement. être vendeur, faut être. Voilà, c'est ça. Il faut être prometteur, il faut pour ça avoir du rayonnement, il faut avoir des connexions artistiques puissantes, il faut avoir déjà publié un peu partout, il faut clairement avoir une image de l'écrivain qui est avérée aux yeux de tout le monde. Mhm. Et ça, c'est dur à construire, hein. Parce que quand on commence à se prétendre écrivain, il faut savoir qu'au début, c'est des lettres de moquerie et d'insultes qu'on reçoit par centaines de la part de personnes jalouses qui veulent surtout pas, qui vous méprisent, qui se moquent de vous, et qui veulent surtout pas que vous entriez dans le sérail, quoi. Mhm. La première chose que font les gens, c'est bloquer les portes, hein. On veut pas faire rentrer les nouveaux. Donc la première année, c'est de la souffrance, faut se battre. Mais quand on persévère et qu'on tient et qu'on se bat et que notre image d'écrivain est enfin installée dans le paysage, ça, c'est des choses qui sont très importantes pour un éditeur. Quand il tape votre nom sur Facebook, la première chose que fait un éditeur quand il reçoit, faut pas croire, l'éditeur, il lit pas le livre, il va déjà se renseigner sur qui est l'auteur. Quand on envoie un manuscrit, l'éditeur, la première chose qu'il fait, c'est lire la page de présentation, lire le CV, parce que c'est un CV qu'on doit envoyer de soi. Qui on est, qu'est-ce qu'on a fait déjà dans sa vie, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça correspond à la ligne éditoriale de la maison d'édition, est-ce que on a assez de bagages pour prétendre pouvoir réussir dans cette maison d'édition. Et il va aller sur votre Facebook pour vérifier si vous êtes vraiment un écrivain. Votre Facebook, ça doit être ou votre Instagram, ou votre réseau social, on doit trouver un écrivain dessus. On ne doit pas trouver un rigolo qui publie des publications de chatons et de blagues et de je sais pas quoi d'autre. Tu comprends, hein. Ouais, ouais. Donc c'est aussi une partie com, marketing, business. Alors on peut dire que c'est horrible, que c'est un monde de requins, mais c'est un métier, c'est une profession. Et si on néglige cet aspect-là, on n'a aucune chance, mais aucune chance d'être lu. Parce que le but vraiment d'un écrivain, c'est d'écrire, d'être publié et d'être lu. C'est ça le plaisir en fait d'un écrivain. Et de rencontrer éventuellement ses lecteurs. Mhm. Mais pour y arriver, on ne peut pas se dispenser du 50% du travail qui est un travail de com, de business et de marketing. Moi, je passe 4 heures par jour à faire de la com. Ah. 4 heures à écrire, 4 heures à faire de la com. Est-ce que la passion reste encore là quand on a tous ces inconvénients qui viennent se greffer autour de la littérature? Alors voilà, c'est une très très bonne question. C'est ça la différence entre l'amateur et le professionnel, c'est que dans tout métier, il y a des contraintes. Mhm. Dans tout métier, il y a des mauvais côtés, hein. Et faut pas croire que parce qu'on va vivre d'une passion, qu'il n'y aura pas des mauvais côtés. Il y aura forcément des choses qui vont nous contraindre, qu'on n'aura pas envie de faire, qui vont pas nous passionner. Moi, de faire de la com, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce qui me plaît. M'exposer en permanence, faire de la publicité, de la réclame. Moi, ce que j'aime, c'est il y a une partie com que j'adore, c'est de rencontrer les lecteurs, de faire les salons du livre, d'aller chez les gens pour faire des dédicaces. Ça me plaît. D'avoir des échanges avec des lecteurs, des avis, des critiques, etc. D'écrire, bien entendu, c'est l'essentiel. On est écrivain parce qu'on écrit. On n'est pas écrivain parce qu'on est célèbre ou parce qu'on gagne de l'argent. On est écrivain parce qu'on écrit. C'est la base. Mais comme dans tout métier, c'est justement ça la particularité d'un métier, c'est que il y a des contraintes. Alors, tous ces beaux romans, où est-ce qu'on peut les trouver? Comment est-ce qu'on fait pour se les procurer? Alors, il faut savoir que c'est tous des livres qui sont enregistrés à la BNF, donc la Banque nationale de France, la bibliothèque, pardon, la banque, lapsus, dû à ce que j'étais en train de dire avant, Bibliothèque nationale de France. C'est des livres qui ont un ISBN, donc un numéro national, donc on peut trouver déjà partout sur le net, sur tous les sites de vente que je ne vais pas citer, même sur les sites de vente belges d'ailleurs. Je suis distribué en Belgique, pas encore en Suisse. J'aimerais bien, au Canada aussi, ça me plairait bien, au Québec. Tous les pays francophones, finalement. Ouais, c'est ça. Mais en Belgique, il y a une très grosse distribution de mes livres. Donc, c'est des livres qu'on peut commander partout. Ensuite, en librairie, bien entendu. Les libraires ont l'obligation de vendre mes livres. Mais, alors, c'est pareil. On n'est pas Gallimard ou Flammarion. C'est-à-dire on ne publie pas des centaines de milliers d'exemplaires. On est une petite moyenne maison d'édition nationale malgré tout, mais pas un gros, quoi.
on n'est pas encore un gros poisson. C'est une maison d'édition qui est jeune, c'est les éditions Blackout. C'est une maison d'édition qui a 10 ans et qui monte en flèche. Mais allez, on a 50 librairies ou 60 librairies en France qui ont tous les livres de Blackout. D'accord. C'est pas énorme. Mhm. C'est même pas le nombre de librairies dans une région. Donc forcément, si vous allez dans une librairie, il y a de grandes chances que les livres, vous les trouviez pas. Mais c'est comme tous les livres du monde. Une librairie n'a pas un milliardième de tous les livres produits dans le monde. Elle a ses collections, elle a ses best-sellers, etc. Mais je suis sûr que là, si je vais chercher, je sais pas, les contes de la folie ordinaire de Bukowski à Leclerc, ils vont devoir passer commande. Mhm. Donc c'est la même manière avec mes livres. Il suffit d'aller voir le libraire et puis de lui demander le livre et il le commandera. Alors ça arrive très rarement, mais il faut savoir qu'un commerçant, il fait ce qu'il veut. Et ça arrive de tomber très rarement, mais ça arrive une fois. Une fois, j'ai eu ce cas-là d'un libraire qui voulait pas. D'accord. Bon. Parce que ça l'embêtait, parce que ça le faisait suer. De commander un livre et de se faire 1 euro de marge dessus, quoi. Parce que oui, commander un livre, ça veut dire le rentrer sur l'ordinateur, ça veut dire passer commande, ça veut dire 15 minutes de travail pour lui, pour une marge de 2 euros. Il avait, bon, on va dire que c'était un gros flemmard et tout simplement il a dit non, je le fais pas, voilà. Donc ça peut arriver qu'un libraire soit de mauvaise foi, qui vous dise non, je peux pas le commander. Si, il peut le commander, c'est juste qu'il a pas envie. Vous allez chez un autre libraire et tout se passera bien. Donc en fait, tous les titres sont référencés, donc on peut les trouver facilement. Voilà. Alors pour préciser pour Vesoul, j'en ai pour une seconde, on les trouve à Leclerc, l'espace culturel de Leclerc qui distribue mes livres. S'ils en ont plus en stock, ils les commandent. Et également librairie chapitre 3, rue Alsace-Lorraine également, qui distribue mes livres. Donc à Vesoul, il y a déjà 2 points de vente où on peut trouver mes livres en direct sans passer par Internet. Eh ben, très très bien. Alors l'avenir proche, évidemment, on va occulter les salons parce qu'il n'y en a plus pour l'instant. On espère que ça va reprendre rapidement. Alors on a fait des salons du livre confiné. Comment on fait des salons du livre confiné? Alors c'est marrant, c'est un espace de rencontre d'auteurs. C'est un groupe où les auteurs et les lecteurs se retrouvent et puis échangent comme dans un salon, mais alors sous forme virtuelle. J'ai trouvé que l'idée était géniale et ça marche bien. Et ce salon, aujourd'hui, ça s'appelle le salon du livre déconfiné. D'accord, forcément. Alors on attend le vrai salon du livre déconfiné, le jour où on pourra refaire des vrais salons, parce que c'est quand même merveilleux. Ouais, j'imagine. Et en tout cas, la logique de faire ce petit salon en mode confiné comme ça sur le net, ça reprend ce qu'on évoquait en début d'interview tout à l'heure, l'idée d'amener de la culture malgré cette période qui était assez compliquée, quoi. C'est ça, exactement. Il faut, c'est ce que je déplore un peu, par exemple dans les métiers du cinéma, les cinémas ont fermé leurs portes, mais pourquoi ils n'ont pas fait comme nous, hein? Ils auraient pu proposer du film en téléchargement, c'est pas compliqué. Ils auraient pu trouver un autre mode de distribution pour amener le film à la maison. Ils ont attendu, ils se sont laissés mourir. Je vais pas dire que c'est de leur faute. Nous, on a réagi en faisant du livre numérique pour survivre. Ils auraient pu réagir en faisant du film numérique dans la même manière pour continuer de travailler et continuer de proposer du cinéma tout simplement en vendant des tickets numériques pour voir des livres numériques dans son salon. Alors peut-être pas les dernières nouveautés qui sortent tout juste, parce que d'ailleurs il n'y a plus de films qui sortent, hein. Tout le monde attend la réouverture des cinémas, mais ils auraient pu proposer les anciens récents, ceux qui étaient sortis avant le confinement, etc., ou en tout cas une bibliothèque de films téléchargeables par le Majestic à Vesoul par exemple, ou par d'autres cinémas. Je pense qu'il y avait des choses à faire qui ont été loupées par le monde de la culture. C'était pas nécessaire de se mettre complètement à l'arrêt. Tout le monde l'a pas fait, hein. Il y a tout un tas, par exemple, de comédiens qui ont continué de se produire sur le net, de cinéastes qui ont continué à faire des films confinés, des photographes qui ont fait des journaux de photographie confinés qui sont absolument extraordinaires et je les salue. Je regrette que certains se sont laissés vraiment arrêter et bloquer par le virus. Il y avait des moyens de continuer de travailler, mais bon,
Après, tout le monde ne réagit pas pareil. C'était vraiment un épisode tragique, bouleversant. Et sûrement que certaines personnes n'avaient plus la force et la détermination et d'affronter quand même une tragédie humaine, quoi. Et je pense que beaucoup de personnes se sont laissées submerger par cette vague qu'on n'attendait pas aussi forte au début aussi. Je pense que certaines personnes ont été un peu étonnées de voir que ça prenait autant d'ampleur. Et le résultat final, c'est qu'effectivement, il y en a qui n'ont pas pu prendre le train en marche pour proposer autre chose, quoi. Je comparerais ça au terrorisme, aux attentats de Charlie Hebdo. C'est pour ça que je critique pas les gens. Il y a des gens qui se prennent le choc de plein fouet, surtout ceux qui sont en première ligne, et eux, ils s'en remettent pas. Eux, on va pas attendre à ce que ça soit eux qui se battent par la suite. Ils peuvent le faire, et s'ils le font, c'est héroïque, mais on ne leur demandera pas que ce soit eux qui se manifestent et qui se bougent après par la suite pour faire changer les choses. Ce sont des gens qui ont vécu le traumatisme de face. Par contre, les autres, il est hors de question que la société s'arrête, il est hors de question qu'on arrête de faire des concerts parce qu'il y a eu le Bataclan, il faut qu'on continue de vivre, quoi. Et je pense qu'avec le virus, c'est un parallèle que je veux faire, il faut aussi que l'on continue, alors en respectant bien entendu les précautions sanitaires, parce que ça, le virus est encore là, hein, faut pas se leurrer. Il faut, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs ici dans ce studio, et j'en suis ravi, hein, toutes les précautions sanitaires sont prises, mais il faut que la culture continue d'exister, et si le virus est là, il faut surtout pas qu'elle s'arrête, mais qu'il faut qu'elle réapprenne à vivre autrement. Et si la littérature doit passer par le livre audio et le livre numérique, si ça doit prendre une place pour que la littérature survive, je serai des premiers à prendre ce virage. Je préfère ça plutôt que d'arrêter la littérature. Eh bien, très bien, ce sera un très joli mot de la fin, Richard Palacha. Merci je te beaucoup, remercie d'être venu dans nos studios. Eh ben, on arrive à la fin du 12-14, l'émission va se terminer dans pas longtemps. On va se mettre un dernier titre dans les oreilles pour finir avec une nouveauté, Mirror Shot 7 Seas. Bon après-midi à tous. Merci, bon après-midi. When the seven seas start creaking out for you, and the millions on their knees are overwhelmed, you can save yourself the trouble, and they say for someone else as we pull ourselves through rubble that we left behind us. When you've lifted yourself this far, and you're risking scars and broken bones, well, you can't